Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Juste avant de commencer vraiment la vidéo, je tenais à vous remercier parce que vous êtes toujours aussi nombreux à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires. Vraiment, l'espace commentaire à chaque fois, il y a beaucoup de réflexions, c'est super intéressant. Et surtout, à partager la chaîne et à partager les vidéos. Bref, aujourd'hui, sujet complètement pop culture. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de séries. J'ai envie de parler des adaptations de Netflix. Alors oui, c'est pas que des séries, mais bon, Netflix, c'est quand même un peu lié. Bref, parce que, disons-le tout net, pour ce qui est des adaptations, Netflix n'a pas une très bonne réputation. C'en est carrément devenu un mème avec le fameux Original versus Netflix Adaptation. Et je me suis donc demandé d'où venait cette idée, et la sortie de Lupin la semaine dernière, ainsi que la sortie de la série sur les Wings la semaine prochaine, m'a poussé à partager ma réflexion avec vous. Je ne vais alors pas parler de The Witcher, des nouvelles aventures de Sabrina, ou encore de la chronique de Bridgerton. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Parce que tout simplement, c'est des séries que j'ai pas vues et dont je connais très mal le matériel de base. Mais du coup, n'hésitez vraiment pas en commentaire, ça peut être très intéressant. Si vous connaissez un peu l'œuvre originale et que vous avez vu la série, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si selon vous c'est bien adapté ou pas, selon les critères que je vais définir dans quelques secondes, là, quittez pas la vidéo. J'ai donc décidé de me concentrer sur trois œuvres qui sont trois œuvres différentes. Tout d'abord, le film Death Note, qui est directement inspiré de l'animé et du manga. La série Lupin, qui vient de sortir, qui est pour le coup une inspiration un peu plus éloignée, mais on va revenir dessus, d'Arsène Lupin. Et enfin, on finira en ouverture sur la série Les Wings à venir. On va analyser un petit peu la bande-annonce et on verra ce qu'elle révèle sur l'adaptation. Bref, la première question qu'il convient de se poser et qui est la question principale, c'est qu'est-ce qu'une bonne adaptation? Et là, déjà, c'est le bordel, chacun a sa petite recette. On a les puristes de la première heure qui souhaitent que l'histoire soit la même, quitte à garder exactement les mêmes dialogues. D'autres qui, au contraire, préfèrent avoir une vision totalement différente pour éviter d'avoir deux fois la même œuvre, mais juste sur deux supports différents par exemple. Et enfin, ceux qui, comme moi, pensent qu'une bonne adaptation réside dans la capacité à capter ce qui fait le succès et le cœur d'une œuvre et à réussir à le transposer sur un autre média, tout en apportant une nouvelle vision. Et c'est pour ça que quand j'ai appris que la série Lupin se déroulerait de nos jours et ne reprendrait pas les mêmes personnages que l'œuvre originale d'Arsène Lupin, ça m'a pas du tout dérangé. Pourtant, j'aime beaucoup Arsène Lupin. J'étais forcément un peu déçu de pas pouvoir voir le personnage d'Arsène à l'écran, que je trouve extrêmement intéressant pour des raisons que je vous détaillerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais je l'ai accepté comme parti pris. Et c'est aussi pour ça que le choix d'Omar Sy dans le rôle titre ne m'a absolument pas dérangé. Il s'agit d'ailleurs d'une fausse polémique, comme pour l'agent 007. Il suffit de regarder le premier épisode de la série pour voir que c'est parfaitement cohérent et qu'il n'y a aucun problème que Omar Sy puisse jouer ce rôle et que ça relève pas du tout d'une volonté d'imposer les minorités, comme on avait pu en parler dans une vidéo précédente. En plus, il joue plutôt bien. Par contre, comme je l'ai dit, il faut assumer ce choix. Et il faut que derrière, il y ait de la cohérence. Par exemple, dans le film Death Note, ils reprennent la même histoire sans vraiment la reprendre. Du coup, c'est assez confus. On comprend même pas si c'est vraiment les mêmes personnages, parce qu'ils ont les mêmes prénoms, mais ils n'ont pas les mêmes noms de famille et ils n'ont pas forcément la même histoire. Et pour le coup, on va même passer à côté de la qualité intrinsèque du film, qui est plus que contestable. Parce que, selon moi, le problème central du film, c'est qu'il n'a rien compris à Death Note. La grande force de Death Note, selon moi, c'est le combat intellectuel qui oppose elle et Light. Alors que les scénaristes du film Netflix ont cru que l'intérêt de Death Note résidait dans le carnet en lui-même et dans la manière dont les gens mouraient grâce au carnet. Alors qu'en réalité, c'est que secondaire. Ce qui fait qu'avec le film, on se retrouve avec juste un mauvais destination finale. On ne retrouve rien de l'univers de Death Note, de sa finesse, de ses enjeux, de sa problématique sur le bien, le mal. Dans le manga, on comprend que Light Yagami préfère une vision rousseauiste de la société. Juste pour rappeler, selon Rousseau, les hommes se sont mis d'accord ensemble sur des normes et des règles pour vivre, pour pouvoir justement vivre ensemble et pas s'entretuer, dans ce qu'il appelle le contrat social. Il dit alors à propos des criminels, « D'ailleurs, tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie, il cesse d'en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. Alors, la conservation de l'État est incompatible avec la sienne. Il faut qu'un des deux périsse. Et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. Donc globalement, Rousseau, il validerait plus ou moins le comportement de Light. À l'opposé, elle semble privilégier la voix de Beccaria, selon qui « Il me paraît absurde que les lois, qui sont l'expression de la volonté publique, qui détestent et punissent l'homicide, en commettent elles-mêmes.
et que, pour éloigner les citoyens de l'assassinat, elles ordonnent un assassinat public. C'est un débat absolument passionnant qui sous-tend toute l'œuvre originale et qui est complètement absente du film. Et ça, encore une fois, c'est sans compter le fait que les règles du Death Note ne soient absolument pas respectées ou qu'il ressemble à une mauvaise parodie de Twilight. Bref, Death Note est une mauvaise adaptation en plus d'être un mauvais film, ce qui le rapproche un petit peu de Dragon Ball Evolution sans jamais ne réussir à atteindre sa grandeur. Bon, mais ça, c'était je pense un secret pour personne, en tout cas pour personne qui a vu le film et vu l'animé, ou même simplement vu le film, mais je trouvais intéressant de parvenir à se mettre d'accord sur un point de comparaison pour qu'est-ce qui est une mauvaise adaptation et qu'est-ce qui est un mauvais film, et de réussir à différencier les deux. Par exemple, Shining, le film de Kubrick, est renié par l'auteur de l'œuvre originale, donc Stephen King, alors que pourtant il me paraît compliqué d'affirmer que Shining est un mauvais film, loin de là. C'est probablement une mauvaise adaptation. J'ai pas lu le livre, donc je vais pas faire semblant. Et donc le principal selon moi est de comprendre ce qui fait l'intérêt, les enjeux de l'œuvre originale et de réussir à les retranscrire, quitte à changer tout ce qu'il y a autour. Garder son noyau dur et changer ce qu'il y a autour pour pas se retrouver avec l'équivalent du Roi Lion de Jon Favreau. Un peu ce que je préconisais pour le Joueur du Grenier. Mais je vais éviter de reparler de cet épisode douloureux de mon passé qui est désormais derrière moi. Bref, la question est désormais de savoir si Lupin est une adaptation réussie. Tout d'abord, pour moi, il faut préciser que Lupin n'est pas une mauvaise série. Selon moi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il y a des éléments qui fonctionnent plutôt bien. Les scènes d'action fonctionnent plutôt bien, le personnage principal est attachant, la musique est parfaitement adaptée et le rythme est excellent. De même, on pourrait alors se dire qu'il s'agit d'une bonne adaptation. Tout d'abord parce que il y a des cambriolages comme dans l'œuvre originale d'Arsène Lupin, mais en plus parce que l'œuvre originale d'Arsène Lupin n'est pas reprise trait pour trait, mais qu'il y a des références tout au long de la série. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu, dans la série Lupin, l'œuvre Arsène Lupin existe dans la diégèse de la série. Par exemple, l'ensemble des pseudos pris par Assane Diop sont des pseudos qui avaient été pris par Arsène Lupin. Même Salvatore, quand il se fait passer pour un journaliste, dans une nouvelle d'Arsène Lupin se fait passer pour un journaliste et il prend ce pseudo aussi. On a même des trucs un peu plus cachés, par exemple quand il va chez la journaliste, on voit un set de cœurs posé sur la table qui fait probablement référence à la nouvelle du même nom, le set de cœurs, qui est très bien d'ailleurs. Mais pour moi, il s'agit plutôt de clins d'œil et d'easter eggs qui ne participent pas à une bonne adaptation. C'est pas parce que vous dites 15 fois Lupin dans une série que ça en fait une bonne adaptation de Lupin. D'autres éléments sont cependant plus intéressants pour ce qui est de l'adaptation. Les origines d'Hassan et d'Arsène présentent de nombreuses similitudes, mais je vous avoue que je vais pas entrer trop dans le détail parce que ça risquerait de spoiler non pas la partie 1 qui vient de sortir, mais la partie 2 qui va sortir plus tard. De même, la série véhicule un message de lutte sociale, un peu de lutte des classes, qui est vraiment sous-jacent, mais qui existe, tout comme dans la série de nouvelles de Maurice Leblanc, notamment au début, où on avait un Lupin un peu anarchiste. On pourrait donc se dire que l'adaptation est réussie. Sauf que pour moi, ce n'est pas le cas. En effet, car le cœur d'Arsène Lupin réside pour moi dans deux autres éléments fondamentaux, à côté desquels la série est complètement passée. Tout d'abord, il y a l'identité. Dans les nouvelles et les romans, l'identité d'Arsène Lupin est quasiment inconnue. On ne sait pas vraiment grand-chose de lui, ni à quoi il ressemble, ni qui il est réellement. On sait qu'il y a un cambrioleur qui s'appelle Arsène Lupin qui est très connu, mais en soi on ne connaît pas de détails sur sa vie ou quoi, même en tant que lecteur. Il en résulte un personnage mystérieux, insaisissable, qui forcément attise la curiosité du lecteur. On apprend des choses sur lui, et petit à petit on le voit tisser des liens et des relations avec d'autres personnages, mais c'est très disparate et toujours amené de manière indirecte. Cela permet au lecteur de se plonger dans la vue d'un individu lambda de l'époque qui découvrirait le personnage d'Arsène Lupin d'un point de vue extérieur au même titre que tout le monde. Il n'y a pas du tout de narrateur interne. Or, pour la série, c'est pas du tout le cas. Le passé d'Hassan est explicité par des scènes de flashback très importantes et qui durent assez longtemps et qui, selon moi, en disent beaucoup trop. Le personnage n'a plus vraiment de mystère pour nous. Alors forcément, ils vont en trouver d'autres, on va découvrir d'autres choses sur son passé, mais on connaît déjà les grandes lignes. De même, au bout de 3 épisodes, à peu près la moitié de la France est au courant qu'Arsène Lupin, c'est Assane Diop. Et donc ça lui enlève ce côté mystérieux, insaisissable, parce que on sait qui il est, on sait qu'il a une femme, un enfant, on connaît ses parents, on sait d'où il vient, on sait comment il a grandi, et surtout,
La moitié des policiers savent que c'est lui et sont juste à sa recherche. La personne à qui il a volé le collier sait que c'est lui. Pourquoi faire? Enfin, c'est la structure narrative même qui n'est pas respectée, ce que je trouve très dommageable. Arsène Lupin est sous forme de nouvelles, notamment au début, puis sous forme de romans. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, en tout cas pour la dizaine de nouvelles que j'ai lues d'Arsène Lupin, il n'est pas dit explicitement dès le début que c'est lui qui réalise le cambriolage. Souvent, on nous parle d'une affaire, ou que ça soit d'un cambriolage, d'un vol, on nous présente des personnages, et c'est seulement à la fin qu'on se rend compte qu'un des personnages était en réalité Arsène Lupin, qu'il a commis ce vol, et on comprend comment et pourquoi uniquement à la fin. Ce qui fait qu'on découvre vraiment tout petit à petit, on se sent comme un enquêteur. Alors que dans la série, c'est directement expliqué encore une fois, ce qui enlève toute sa force de frappe. Par exemple, j'aurais largement préféré que le premier épisode s'ouvre directement sur le vol du bijou, et qu'ensuite on nous explique que c'est Assane Diop qui a organisé tout ça parce qu'il devait de l'argent à des gens, mais que finalement il les a roulés, etc. Ça aurait permis d'accrocher tout de suite le spectateur à la série, et surtout, encore une fois, selon moi, cette structure narrative est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus prenante. Certains me rétorqueront qu'ils doivent s'adapter au format de série. Autant dans les nouvelles, on peut nous faire croire à l'existence d'un personnage et nous dire qu'à la fin que c'était Arsène Lupin sans qu'on s'en rende compte, autant au bout de 2 épisodes, Omar Sy, même déguisé, on se doute que c'est lui quoi. Mais je leur rétorquerai un seul mot, Sherlock. Une série basée sur un personnage qui comporte de très nombreuses similitudes avec Arsène Lupin, qui a été créé un petit peu avant, il me semble. Il y a même des nouvelles avec Arsène Lupin et Sherlock Holmes, qui est renommé pour l'occasion pour des raisons de droit d'auteur, mais globalement, c'est un peu dans le même univers, c'est un peu des personnages qui ont des caractéristiques qui sont proches, et l'adaptation de la BBC est extrêmement réussi selon moi. Déjà, il arrive à conserver le format des nouvelles avec des épisodes plus longs qui durent quasiment 1h30 mais qui ont leur propre histoire. Mais surtout, ils ont réussi à créer un personnage qui est mystérieux, dont on ne connaît pas forcément grand chose au début et dont on apprend indirectement seulement les origines petit à petit dans les épisodes. Lupin n'est donc pas une mauvaise série et c'est pas non plus une très mauvaise adaptation. Je veux dire, la série crache pas du tout sur l'œuvre originale et j'ai pas du tout passé un mauvais moment devant. Je regarderai très probablement la partie 2. En tout cas, je ne peux que vous encourager à lire l'œuvre de Maurice Blanc. Honnêtement, c'est trouvable pas du tout cher. Et avant de conclure cette vidéo, j'aimerais revenir sur la série Les Winx qui a beaucoup fait parler et qui sort donc la semaine prochaine. Le cas des Winx est particulièrement intéressant. À l'heure où je vous parle, seules 2 bandes annonces sont sorties. L'objectif ne sera pas alors d'émettre un jugement définitif sur la série ou l'adaptation, mais de mettre en lumière certaines tendances. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous vendredi pour me dire ce que vous avez pensé de la série, ou au moins les premiers épisodes, en commentaire, et moi aussi en commentaire je reviendrai ce vendredi vous dire ce que j'ai pensé des premiers épisodes. Bref, dès les premiers extraits, les Winx de Netflix ont fait parler. Les fans ont noté l'absence de Flora et Tekna, 2 des fées les plus populaires, et l'arrivée d'une nouvelle fée totalement inconnue. De plus, certains ont accusé Netflix d'avoir whitewashed Musa, qui est asiatique dans la série animée. Mais si vous avez suivi la vidéo, vous saurez que selon moi, ces critères ne font pas des Winx une bonne ou une mauvaise adaptation. On parle d'absence de personnages qui pourraient même arriver plus tard, donc rien de très important. Par contre, on peut noter l'absence des Trix, qui sont les méchantes originales, ce qui revient à bouleverser un élément important de l'univers. Mais surtout, c'est l'ambiance et l'univers justement qui paraît à des années-lumière de l'original. Tout d'abord, les tenues qui sont très loin de ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais même la cinématographie est bien plus proche de Teen Wolf que des Winx, on dirait un mauvais film Disney Channel honnêtement. Pourtant, le côté féerique est quand même vachement important pour un dessin animé qui se repose sur des faits. Alors encore une fois, il faudra en voir plus pour juger définitivement, mais selon moi, Netflix montre bien qu'ils ont une tendance à appliquer toujours la même recette. La fameuse adaptation contemporaine un peu plus sombre que l'original, c'était déjà le cas avec Death Note, mais là c'est encore plus criant. Leur but est alors d'aller chercher un nouveau public, je pense, notamment chez les fans de Riverdale par exemple, qui ne sont pas spécialement des adeptes des Winx. En effet, puisqu'ils savent déjà que les fans des Winx sont acquis et vont tous regarder ne serait-ce que par curiosité, leur objectif est donc d'aller chercher d'autres personnes, avec un pari risqué. Sans compter le fait que s'écarter de l'œuvre originale permet à la série de faire parler d'elle et d'attirer l'attention. À voir si ça va payer, ça rejoint un peu ce que je disais par rapport à Netflix et l'annulation des séries, à savoir qu'il y a beaucoup de paris chez Netflix, c'est-à-dire qu'ils lancent énormément de séries, énormément d'adaptations, et s'il y en a ne serait-ce qu'une seule qui réussit sur 10, et bah c'est déjà ça quoi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu et à vous abonner en mettant la cloche, c'est très important pour moi, ça m'aide vraiment beaucoup, que ce soit pour le référencement ou pour même l'évolution de la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, je suis très active en story, en live, je réponds à toutes vos questions, à tous vos messages, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à aller écouter le podcast que je fais avec mon frère qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, qui s'appelle Frangin Vidéo Club, voilà, il suffit de taper Frangin Vidéo Club. On se retrouve dimanche prochain à 15h pour parler d'Euphoria. Enfin, à dimanche prochain à 15h, c'était Adam Bros. Ciao!